Bonjour, je m'appelle Jean-François Simon-Poli, je suis docteur en sciences du langage. Quand les enfants ont des troubles ou que les parents supposent que leurs enfants ont des troubles, ils ont coutume de les amener chez le pédopsychiatre, chez le pédopsychologue. Et moi, je vous propose un autre métier qui est pédago-psychanalyste. Alors sans doute vous vous demandez ce dont il est question. Je vais essayer de vous éclairer sur ce nouveau métier. Le psychiatre ou le psychologue s'intéresse aux troubles de la personnalité, ou s'intéresse à mieux comprendre la personnalité. À partir du moment où vous amenez votre enfant chez le psychologue ou chez le psychiatre, vous attendez de lui qu'il vous apporte des solutions pour que votre enfant aille mieux. Je travaille sur la relation d'apprentissage, c'est-à-dire que à chaque fois qu'un enfant rentre dans un parcours d'apprentissage, il n'est pas seul. Quand je dis il n'est pas seul, c'est non seulement il a des personnes qui sont présentes autour de lui, le maître, la maîtresse, l'animateur, le formateur, suivant qu'il s'agisse d'un cours de sport ou d'un cours à l'école maternelle ou même à l'école primaire. Mais il y a aussi son histoire familiale, celle qu'il connaît et celle qu'il ignore, c'est-à-dire celle de ses parents, de ses grands-parents. Nous avons tous dans les familles une tradition de parcours scolaire, d'apprentissage. À partir de là, quand un enfant, pour une raison ou une autre, a du mal, ou au contraire apprend très vite, il se peut qu'il se trouve dans certains cas devant une difficulté. Ce que l'on retrouve, ce sont des relations d'apprentissage problématiques. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une relation d'apprentissage? Qu'est-ce que c'est que l'apprentissage? Un apprentissage se fait toujours lorsqu'on veut dépasser une situation dans laquelle nous n'avons pas la solution. C'est-à-dire qu'un apprentissage se fait par le dépassement de soi dans une situation où la contrainte est telle qu'on ne peut pas la dépasser si on n'apprend pas quelque chose de neuf, si on n'apprend pas quelque chose de nouveau. Alors que ce soit à l'école, que ce soit en famille, de toute façon, tout apprentissage provient de ces allers-retours, ces expériences, ces tâtonnements. Mais qui admet que son enfant tâtonne, ne réussisse pas du premier coup? Déjà, voilà une question qu'il va falloir aborder avec les enfants et avec les parents. Donc comment procédons-nous? Dans un premier temps, je vais recevoir, à la demande des familles, je vais recevoir l'enfant avec ses parents, en tout cas avec le parent qui en fait la demande, et puis on va passer 1 heure ensemble pour faire un premier diagnostic, où je vais essayer de comprendre quelle est la relation qui existe entre les parents, l'enfant, l'école, puisque en général, c'est à partir d'un problème rencontré à l'école qu'on nous l'amène, mais ça peut être aussi dans un autre cadre. En tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est derrière la demande familiale, quel est le problème qui se cache? Bien entendu, ce n'est pas à moi de tout d'un coup vous dire « Ah, mais le problème est à cet endroit-là ». C'est dans le travail que nous allons faire ensemble que l'enfant va découvrir quelle est sa problématique, qui est inconsciente, et comment il va pouvoir la faire surgir. Et à ce moment-là, nous allons cette fois-ci employer à la fois des techniques et des méthodes qui sont plus de l'ordre de la psychanalyse que de l'ordre de la psychiatrie ou de la psychologie. Ça veut dire notamment que nous allons explorer les différentes voies qui s'ouvrent à l'enfant lorsqu'il est dans l'apprentissage. À qui se réfère-t-il? De manière inconsciente, naturellement. Des parents qui ont eu des problèmes à l'école, c'est obligatoirement que leurs enfants vont avoir des problèmes à l'école, parce qu'ils attendent que cet enfant ait des problèmes. C'est-à-dire que si vous attendez que votre enfant soit un bon élève, il sera un bon élève. Si vous avez été vous-même un bon élève, que vous avez toujours eu une bonne relation à l'école, il y a des chances que votre enfant ait une bonne relation à l'école. Si parfois à la cantine vous trouviez que le repas était mauvais, il y a de fortes chances que votre enfant fasse un problème avec la cantine. Parce que sans le vouloir, vous lui aurez fait passer ce message-là. Donc la première des choses, c'est de savoir ce qui est en jeu entre l'école, les parents et votre enfant. La deuxième chose, c'est de bien distinguer ce qui est de l'ordre de la pédago-psychanalyse et ce qui est de l'ordre de la psychologie, pour ne pas mélanger les terrains. Je ne vais pas rentrer sur le travail des psychologues. Je vais réellement travailler avec l'enfant pour pouvoir faire émerger
ce qu'il a dans l'inconscient. Et pour cela, nous allons procéder par des séances, qui sont des séances dont la durée est variable, mais en général, ça dure autour de la demi-heure. Et ces séances vont s'appuyer sur des jeux, soit des jeux de main, soit du dialogue, soit du collage, des dessins, de la peinture. Nous pouvons aussi travailler avec des figurines, avec des jeux de construction, avec des livres, avec des images. En tout cas, tout un tas de supports qui vont permettre à l'enfant de verbaliser cette relation d'apprentissage et à moi d'essayer de le guider, non pas pour qu'il me dise ce que j'attends qu'il dise, mais pour que justement il dise ce que lui ne s'attend pas à dire. Et surtout, cet enfant sait que entre nous, c'est le secret. Prenons quelques cas. À partir d'un problème entre le grand-père et son petit-fils, on peut travailler sur une interprétation de dessin et on voit à ce moment-là que le problème qu'ils ont rencontré va se solutionner. Non pas parce que je vais intervenir, mais parce que l'enfant lui-même intervient à partir de l'interprétation de ces dessins. De la même façon, des enfants qui sont considérés comme maladroits, à qui parfois un enseignant a collé une étiquette de dyspraxique, ce qui est une déficience, voire un handicap assez lourd, mais très rare, heureusement, eh bien cet enfant va être enfermé dans cette étiquette. Il va donc falloir le sortir de cette étiquette, lui redonner son autonomie, sa capacité à devenir adroit, parce que l'adresse, ça s'apprend. Eh bien, nous allons faire au cours de quelques séances où effectivement il va découvrir lui-même qu'il a une certaine adresse et qu'il peut l'améliorer. De la même façon, aujourd'hui la mode étant à la dyslexie dans les écoles, à chaque fois qu'un enfant a quelques troubles dans la fluidité de sa lecture, on va le renvoyer en disant il est dyslexique et on va l'envoyer chez l'orthophoniste. Alors je n'ai rien contre les orthophonistes, au contraire, quand ils interviennent dans leur cadre, c'est-à-dire le cadre des troubles du langage, à ce moment-là, ils sont non seulement très utiles, mais indispensables pour pouvoir relativiser et surtout pour pouvoir améliorer la prononciation, la diction, voire même la lecture dans certains cas. Mais la plupart du temps, les troubles de l'apprentissage de la lecture sont liés à des troubles d'apprentissage tout court, de l'oralité, du dialogue et de la communication. Il va donc falloir arriver à travailler sur cette communication institutionnelle, parce que c'est une communication à l'école, avec d'autres élèves, face à un maître ou une maîtresse, et face à un pouvoir de décision, mais aussi un pouvoir d'action. C'est bien le maître ou la maîtresse qui disent aux élèves ce qu'ils ont à faire. Eh bien, là encore, nous allons pouvoir travailler avec ces enfants sur la lecture pour leur démontrer que ce qu'on a considéré comme étant, par exemple, la confusion des lettres, n'est pas une confusion qu'eux-mêmes font, mais une confusion qu'ils ont apprise, parce qu'on leur a mal appris les lettres, dans la mesure où on a disséqué un graphique, alors qu'en réalité, une lettre est une lettre. Il n'y a aucune raison de confondre un D avec un B, sous prétexte que la lettre d'imprimerie montre que ces lettres sont proches du point de vue du dessin. Par conséquent, vous voyez bien à partir de ces quelques exemples que l'enfant va très rapidement pouvoir remettre la réalité de son activité dans son propre réel, à condition qu'on lui change les conditions dans lesquelles ça s'exprime. Nous faisons surgir de l'inconscient ce qui empêche l'enfant de s'émanciper. Parce que l'école, pour l'enfant, c'est un lieu de travail. Il est élève, mais en même temps, il est porteur de son histoire familiale, comme je vous l'ai expliqué dès le départ. Et cette histoire familiale l'encombre. Si l'école est un lieu de travail, c'est un lieu où on oublie d'être l'enfant de ses parents. Et pour qu'on oublie d'être l'enfant de ses parents,
Il faut que l'activité scolaire qui est proposée soit suffisamment intéressante et suffisamment socialisante pour que l'enfant élève ne se trimballe pas les histoires familiales trimballées par ses parents, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, ses frères et sœurs. Vous savez, très souvent, quand on arrive au collège ou au lycée et qu'on a eu des frères et sœurs qui nous ont précédés, les professeurs, si nous avons les mêmes, ne peuvent pas s'empêcher de dire « Ah, mais j'ai eu ton frère ou j'ai eu ta sœur ». Et comme par hasard, on peut assister à ce moment-là à deux phénomènes. Soit l'enfant prend la suite du précédent, soit au contraire, il va s'en distinguer. Alors il n'est pas rare de voir le second devenir très bon élève si le premier a été mauvais élève, ou de voir le second perturbateur si le premier a été docile. Mais cette place dans la fratrie scolaire est en fait une place dans la fratrie familiale. On ne se compare pas à un copain, mais on se compare à son frère ou à sa sœur parce que les professeurs nous ont comparés. Sinon, peut-être ça ne serait jamais arrivé dans leur tête. En fait, dans notre travail de pédago-psychanalyste, nous essayons de poursuivre ce qui devrait être le travail de l'école en soi. Nous sommes dans une période où très souvent on recherche l'épanouissement de la personnalité à l'école. Mais l'école, elle n'est pas faite pour que les personnalités s'épanouissent. Elle est faite pour que les individus trouvent leur place dans la société. Elle accomplit une mission. Ce n'est pas l'enfant lui-même qui a décidé de venir en classe. Ce n'est pas lui qui tout d'un coup à 3 ans s'est levé en disant « Ah tiens, l'instruction est obligatoire, il faut absolument que j'aille à l'école. Maman, papa, préparez-moi mes affaires et je vais de ce pas rejoindre les bancs de la classe maternelle. » Non, non, c'est bien la société qui décide que l'instruction est obligatoire de 3 ans à 16 ans. Et que par conséquent, il y a des lieux pour ça qui s'appellent l'école. Certains enfants vont pouvoir effectivement s'épanouir en devenant élèves, mais d'autres vont trouver que la contrainte est absolument insupportable et par conséquent vont créer des conditions d'apprentissage qui vont être difficiles pour eux. Dans le cadre de notre intervention, nous ne cherchons pas à soigner, nous ne cherchons pas à empêcher le fait de ces sentiments négatifs vis-à-vis d'un monde qui les contraint. En revanche, nous cherchons à ce qu'ils trouvent leur place, de la même façon que quand nous-mêmes nous allons au travail, parfois nous avons des situations qui nous plaisent et parfois nous avons des situations qui nous déplaisent. Néanmoins, nous faisons notre rôle social, nous agissons dans le cadre de notre rôle social et nous essayons pour cela de faire au mieux les missions qui nous incombent et que la société nous demande de faire. La première des missions pour les enfants, élèves, c'est d'apprendre, mais d'apprendre des connaissances qui sont des connaissances programmatiques dont la société suppose qu'elles sont suffisantes pour tenir un rôle qui très souvent prend la place d'un métier plus tard. Mais ni à 3 ans, ni à 5 ans, ni à 8 ans, c'est le métier de plus tard qui définit la manière dont les élèves apprennent. Ce qui définit la façon dont les élèves apprennent, c'est la qualité du travail qui est effectué en classe et la nécessité de ce travail. Si dans un projet commun fait par la classe, on fabrique un objet qui ensuite va être exposé dans une maison de retraite, par exemple une fontaine, un peu comme les fontaines de Paul Bury que vous pouvez voir à Vence, à Saint-Paul-de-Vence, eh bien, à ce moment-là, vous verrez que cette fontaine aura une utilité sociale pour les personnes âgées qui sont dans la maison de retraite et faite par les élèves. Chaque élève aura en souvenir non pas seulement la fontaine, mais tous les apprentissages qu'il aura fait en mathématiques, en français, en anglais, en arts plastiques, en histoire, en géographie, etc., etc., qui lui auront amené à faire cette fontaine collectivement. Et c'est par cette fontaine qu'il aura emmagasiné aussi tous les savoirs qu'il aura atteints. Et par ça, il aura réussi également à trouver sa place à un moment donné dans cette société qui lui a demandé tant de sacrifices. Parce que être dans une classe toute la journée, c'est un sacrifice par rapport à sa propre liberté.
tout ce travail que nous avons ou que nous réalisons avec ces enfants trouve effectivement sa place dans la résolution de la relation d'apprentissage. Je vous remercie, à bientôt.